Alors, bon matin à tous. Ayant le quorum, je déclare la commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, je vous rappelle peut-être juste vérifier vos sonneries qu'elles soient bien éteintes. Alors, je rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Est-ce qu'il y a des remplaçants, Monsieur le secrétaire? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Ciccone-Marquette est remplacé par Mme Dufour-Mélile. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous recevons le Conseil des bassins versants d'Émile-Île et nous parlons à M. Raphaël Goulet, qui en est le directeur général en visioconférence. Alors, M. Goulet, bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, Raphaël Goulet. Oui, c'est ça. Alors, je vais peut-être vous présenter par la suite. Vous allez pouvoir poursuivre avec votre présentation. Voilà. Okay. Donc, Raphaël Goulet, directeur général et biologiste là, du Conseil des bassins versants d'Émile-Île, le COBAMIL. Je vais poursuivre avec la présentation. Je vous présente brièvement notre organisme, là, le Conseil des bassins versants d'Émile-Île. On est un organisme de bassins versants et aussi une table de concertation, de conciliation, de planification mandatée par le ministère de l'Environnement pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. Notre territoire là, comprend la couronne nord de Montréal, donc incluant aussi la ville de Blainville et le site de Stablex. Puis, une parenthèse là, pour dire que les représentants de la table de concertation et membres du conseil d'administration du COBAMIL ont résolu là, unanimement qu'à l'appui de ce mémoire, à part certains membres qui avaient un potentiel conflit d'intérêts, à l'appui de ce mémoire que je vous explique aujourd'hui, lors de leur dernière séance là, tenue le 13 mars dernier. Donc, nos préoccupations là, par rapport au projet de loi, en 4 points. Les 4 points sont le manque d'évaluation environnementale rigoureuse, les impacts non justifiés sur la biodiversité, les conséquences sur les ressources en eau, puis la gouvernance déficiente et le manque de transparence. Maintenant, je vais détailler ces 4 points-là plus précisément. Donc, pour le manque d'évaluation environnementale rigoureuse, bon, on l'a entendu plusieurs fois là, durant la commission, la tourbière de Blainville est un des plus gros complexes de milieux humides de la CMM, là, plus précisément 838 hectares et 130 milieux humides différents. Bon, on est reconnu pour son rôle écologique, ses espèces végétales et animales à statut précaire. Bon, bien que le terrain d'Orica est partiellement perturbé, les milieux humides, les peuplements forestiers d'importance, puis les espèces floristiques et fauniques là, sont adaptés à cet environnement anthropisé là, maintenant sur le site potentiel de la future cellule numéro 6. L'autre point, c'est que le projet de loi ne garantit pas une évaluation environnementale complète, là, notamment avec le manque de données mentionnées. Puis, on estime que bon, l'exploitation actuelle de Stablex pourra durer encore longtemps s'il pouvait utiliser l'autre cellule qui est déjà accessible, là, à part l'argile qui est à retirer. Donc, pourquoi précipiter les choses alors qu'on pourrait se donner le temps d'aller chercher les données techniques nécessaires là, pour être certain qu'on fait le bon choix? Deuxième point, l'impact non justifié sur la biodiversité. Comme je mentionnais, plusieurs populations d'espèces fauniques, dont notamment là, 2 couleuvres détectées là, sur le site, ça doit être mis en évidence de façon plus claire. Puis bon, il est essentiel aussi que des mesures de suivi et d'atténuation soient mises en place pour minimiser la perte d'habitat et les effets à long terme là, sur les populations locales. Donc, à ce moment-là, le projet de loi présentement ne garantit pas de telles mesures de suivi d'atténuation. D'un troisième point que j'ai mentionné tout à l'heure, conséquences sur les ressources en eau. C'est sûr que pour le COBAMIL, un organisme mandaté par le gouvernement pour faire la gestion intégrée des ressources en eau, c'est le point qui nous concerne le plus, là. Donc, la perte de la qualité totale d'eau reçue par les milieux naturels est à prévoir si on aménage une cellule à cet endroit-là. L'eau qui tomberait normalement sur cette cellule-là ne se rendra plus dans les milieux naturels, dans les milieux humides environnants, mais plutôt sera traitée et versée dans un cours d'eau. Donc, c'est important d'évaluer si cette perte-là pourrait nuire au milieu humide environnant.
De plus, il y a l'étude des effets cumulatifs de la modification que cette cellule aurait sur le régime hydrologique. L'étude de ça doit tenir compte des projections climatiques et des risques accrus d'événements météorologiques extrêmes là, à venir. Dernier point par rapport à nos préoccupations, c'est la gouvernance déficiente et le manque de transparence. Présentement, on l'avait vu durant le BAP, là, que la cellule est censée accueillir 8 étages en hauteur, là, en équivalent pour les déchets dangereux, dont une partie provient des États-Unis aussi. Puis bon, l'acceptabilité sociale avait été clairement soulignée comme déficiente là, au moment du BAP. Le projet de loi aussi limite les recours légaux contre l'État, donc ce qui empêche là, les parties prenantes à intervenir en cas de non-conformité environnementale. Le projet de loi est aussi pas supporté par des analyses économiques qui justifient d'accorder un tel privilège à une entreprise privée dont les intérêts sont américains. Puis bon, finalement, il y a une absence de démonstration que l'entreprise n'a pas d'espace disponible ailleurs, autre que la cellule déjà prévue, dont la préparation et l'utilisation est jugée trop dispendieuse. C'est ce qui conclut là, les points de préoccupation. Maintenant, les points de recommandation, de revoir le projet de loi pour créer une évaluation environnementale, puis qu'on respecte les conclusions du BAP. Exiger de l'entreprise une étude indépendante sur les impacts du projet d'agrandissement sur la biodiversité et les services écosystémiques, avec un plan de compensation écologique adapté. On souhaite aussi respecter le principe de zéro perte nette, en tenant compte que ce milieu est très rare au niveau régional. Puis bon, idéalement, localiser la cellule ailleurs que dans un milieu naturel et particulièrement ailleurs que dans un milieu humide. Si Stablex n'existait pas, puis on devait créer un site tel que Stablex actuellement dans la région, la tourbière de Blainville serait le dernier endroit qu'on choisirait évidemment pour implanter un tel site à cause des risques encourus. Prochain point, mieux documenter les impacts sur les populations d'espèces fauniques. Ensuite, réaliser une étude approfondie de l'écoulement des eaux de surface. Ça fait toujours en lien avec les préoccupations qu'on avait là. Puis les impacts sur les milieux humides, en prenant en compte aussi des phénomènes météorologiques extrêmes. Mettre en place un suivi rigoureux de la qualité de l'eau de surface et souterraine, en effectuant notamment des échantillonnages là, sur la rivière Aux Chiens, la rivière Mascouche et leurs tributaires là, plusieurs fois par année, afin de détecter là, les formes de contamination possibles ou les modifications au régime hydrologique. Il me reste 4 points. Revoir la composition du comité de vigilance de Stablex pour permettre à des organismes comme le nôtre, le COBAMIL, afin d'apporter là, une expertise et un suivi rigoureux, afin de siéger sur le comité de vigilance. Assurer une gouvernance transparente du projet en intégrant la MRC, les villes et les organismes environnementaux dans le processus de décision. Le projet de loi devrait aussi être conditionnel au dépôt d'analyses économiques là, qui justifieraient d'accorder un tel privilège à une entreprise privée. Puis la démonstration par l'entreprise qu'il n'y a pas d'espace disponible ailleurs là, pour les fins du projet. Seulement que par les coûts que ça peut engendrer d'utiliser la cellule qui était déjà prévue. Et puis finalement, là, au lieu d'accentuer le problème en agrandissant le site, les 17 millions qui vont servir à l'acheter seraient beaucoup mieux investis en recherche et développement pour réduire l'usage de matières dangereuses vouées à l'enfouissement. De créer un site pour enfouir davantage, ça augmente le problème au lieu de réduire le problème à la source. Puis à cet effet, là, un BAP à grande échelle sur la gestion des matières résiduelles dangereuses, les matières dangereuses pourraient être très bénéfiques là, parce que, bon, on parlait aussi récemment des PFAS avec le site de Signataire Environnement à Mascouche. Il n'y a pas de normes pour ça. Ça a soulevé des passions. Donc, on pense qu'il y a plusieurs matières dangereuses qui devraient être abordées dans une telle étude. Donc, voilà, c'est la fin de mon exposé. Alors, merci beaucoup, M. Goulet, pour votre exposé. Nous procédons à une période d'échange avec les députés, hors débutant par Mme la ministre. Vous avez 16 minutes 30. Merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. J'entendais votre présentation. Là,
Peut-être juste s'assurer que l'information complète est divulguée à la commission, puis je pense que c'est important que tout le monde le sache. Il y a différents éléments qui ont été, différents sites qui ont été analysés là, depuis les derniers, le refus, le retrait de la ville de Blainville, là, de l'entente initiale avec l'entreprise. Donc, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a regardé de nombreux sites pour essayer de trouver des alternatives. On en revient à ce site-là. Parce qu'il n'y a pas d'autres sites disponibles ou d'entreprises qui permettraient de faire cette activité, donc d'enfouir les déchets de manière sécuritaire. J'ai une question pour vous. Hier, on a entendu en Globe la firme qui a fait l'étude de caractérisation pour les 2 sites, là, donc qui sont le terrain qui est propriété du gouvernement du Québec actuellement et le terrain qui est visé par le projet de loi. La firme nous a mentionné avoir fait des relevés terrain et être dans le dossier depuis de nombreuses années et notamment nous avons mentionné que le terrain qui appartient au gouvernement du Québec, qui est à 300 mètres des résidences, lui fait partie de la tourbière de Blainville. Fait que si j'entends bien votre propos, vous voulez éviter donc que l'exploitation se fasse dans la tourbière. La firme est également venue dire que dans le fond, il y avait des espèces envahissantes sur le site visé par le projet de loi, que c'est au pourtour de la tourbière de Blainville. Donc, la tourbière est au pourtour du site. Donc, si je comprends votre propos, on fait bien d'aller sur ce site-là plutôt que d'aller sur celui qui fait partie de la tourbière. En fait, non, pas nécessairement. C'est qu'il y a quand même une portion importante de milieu humide sur le site d'Orica. Donc, c'est pas nécessairement... il y a quand même une atteinte importante là, sur ce milieu humide-là, sur le milieu en général, parce que, bon, il est entouré de la tourbière. Il y a quand même des habitats, des peuplements forestiers importants aussi. Là, donc, c'est pas je dis pas que je préfère Orica à l'autre, pas du tout. La firme est aussi venue nous mentionner que, oui, il y avait des milieux humides, mais qu'ils étaient, et là, si je peux reprendre, des fossés de drainage et que le terrain était plutôt constitué d'espèces envahissantes. Donc, le terrain d'Orica ici. Alors, nous, quand on regarde objectivement les 2 propositions, parce qu'on a déjà écarté les propositions qui avaient été faites, qui avaient été analysées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, donc quand on regarde les 2 propositions, en plus d'être à 1,1 km versus 300 mètres, bien, les qualités environnementales qui sont nommées par Englobe dans les études à travers le temps nous démontrent que c'est le site qui est déjà affecté par une activité industrielle qui serait préférable. Puis j'entends que vous aussi, vous voulez éviter, comme nous, une affection, donc une atteinte à la tourbière de Blainville. Fait que je suis contente de savoir que vous avez la même lecture que nous sur ce point. Vous nommiez aussi la volonté là, d'avoir un suivi rigoureux. Nous également, on a une volonté d'avoir un suivi rigoureux. L'entreprise nous mentionne qu'elle a un comité... un comité de bon voisinage. Est-ce que vous seriez intéressé à siéger sur ce comité de bon voisinage pour s'assurer justement qu'il y ait un suivi, un contrôle là, d'un point de vue de l'atteinte potentielle qu'il pourrait y avoir au bassin versant? Bien, je ne sais pas si c'est nécessairement un comité de bon voisinage ou plutôt le comité de vigilance. C'est le comité de vigilance que je mentionnais. Le comité de vigilance, son rôle, c'est de revoir tous les suivis qui sont faits sur le terrain, les suivis environnementaux, 4 fois par année ou même plus, pour regarder s'il y a des contaminations qui se font dans le milieu environnant. C'est quoi ce qui sort du centre de traitement de l'eau lorsque l'eau percole à travers le lexivieur qui percole à travers la cellule. Donc, c'est vraiment dans le but de vérifier si tous les processus de SADEX ne produisent pas de problèmes au niveau environnemental. Ça, c'est vraiment le but du comité de vigilance. Le comité de voisinage, là, ça serait à voir. Là, ça dépend de la fonction de ce comité-là et tout. La recommandation qu'on nous, on a faite, c'est vraiment plus au niveau du comité de vigilance. OK. Mais je comprends que si, disons, le comité de vigilance ou de bon voisinage là, avait pour mission de regarder à s'assurer de ce suivi-là, que le suivi soit fait, vous seriez intéressé. J'imagine que vous pouvez communiquer directement avec l'entreprise là, si vous souhaitez faire partie de ce comité-là. Je pense que ça peut être intéressant que vous en fassiez partie. Ma suggestion pour vous, mais là, j'aimerais vous questionner sur l'activité actuellement qui se fait sur le terrain Orica. On nous a dit il y a quelques jours, dans les consultations particulières, qu'il pourrait y avoir des contaminants sur le site. Est-ce que vous avez fait un suivi, vous, de votre côté, de l'atteinte actuelle du fait de l'activité industrielle antérieure depuis
c'est presque 100 ans, je pense qu'on en est, là, 80 ans d'activité industrielle avec des normes qui n'étaient pas celles à l'époque, là, celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait un suivi par rapport aux activités actuelles? Non, en fait, on ne peut pas se rendre sur le site de toute façon, là, puis on n'a jamais été mandaté. C'est quelque chose qu'on suit de très près depuis longtemps. Mais bon, c'est clair que c'est un site qui a été perturbé dans le passé, mais ça fait assez longtemps pour dire que, comme je disais dans l'exposé tout à l'heure, que les espèces en présence sont adaptées à ce milieu qui a été perturbé dans le passé. Puis on revoit là, la nature reprendre le dessus. Là, donc, c'est plus comme c'était. Puis bon, c'est pour ça qu'on se dit qu'il ne faut pas atteindre ce milieu-là et le perturber à nouveau. Ma question visait plus au pourtour. Je comprends là, que le site actuellement n'est pas accessible à tous. Là. Ça prend des autorisations, mais au pourtour. Mais peut-être vous spécifier là, que l'étude d'Englobe est vraiment venue nous mentionner, la personne est venue nous mentionner que ce sont des espèces envahissantes et qu'il n'y a aucune espèce floristique protégée là, qui spécifique là, qui soit présent sur le site d'Orica. Là. Donc, il y a une étude de caractérisation. Je pense que c'était une de vos demandes là, qu'il y ait une étude qui a été faite. Englobe depuis 2016 là, sur le dossier. Donc, il y a de l'historique là, sur le site Orica et nous mentionne là, qu'il n'y a pas d'inquiétude sur cet aspect-là à avoir. Mais je reviens à ma question. Est-ce que vous êtes en mesure de nous mentionner si disons, aujourd'hui, si l'activité industrielle depuis 40 ans de Stablex ou l'activité industrielle sur le site Orica a des impacts sur le bassin versant? Avez-vous fait des vérifications autour, disons, des activités? C'est très difficile de prouver. Il peut y avoir... Nous, on n'a pas fait de suivi. On fait de l'échantillonnage de qualité de l'eau sur l'ensemble de la couronne nord de Montréal. Là. Donc, les cours d'eau tributaires qui se dirigent vers la rivière aux Chiens, entre autres, puis vers la rivière Mascouche du côté nord. Donc, on suit la qualité de l'eau, mais c'est très difficile de faire un lien là, sur exactement quelle est la source d'un contaminant si on en trouvait dans le cours d'eau. Les matières dangereuses qu'on retrouve, puis les composés inorganiques qu'on retrouve dans Stablex, dans le site de Stablex, par exemple, les matières dangereuses, c'est pas ce qu'on analyse normalement. Là. Ça prend des analyses spécifiques de laboratoire. Les paramètres que nous, on regarde, c'est plus pour la qualité de l'eau en général. C'est l'IQBP6, l'indicateur qui est admis par le gouvernement pour suivre les cours d'eau. Donc, c'est pas nécessairement ça que nous, on suit. Je sais qu'il y en a qui clament l'avoir regardé, puis ils voient déjà qu'il y a de la contamination dans les cours d'eau qui viendraient de Stablex. Mais en même temps, nous, on se pose sur l'aspect scientifique de la chose. Puis tant qu'on n'aura pas de preuves authentiques pour l'instant, on ne peut pas admettre ça. Mais parce que ça peut être aussi latent sur le site avant. Là. Donc, on regarde vraiment certains paramètres, mais on n'a pas encore regardé ces paramètres-là, pour répondre rapidement à la question. OK. Peut-être spécifier là, que le ministère de l'Environnement est allé en 2024, hein, si je ne me souviens pas, de prendre des relevés puis que les choses étaient satisfaisantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans le projet de loi, on renforce la gestion post-fermeture du site de Stablex, là, que ce soit pour les cellules qui sont actuellement ou anciennement exploitées ou celles qui vont être en cours et à venir d'exploitation, là, pour demander des garanties supplémentaires là, par l'entremise du bail. Est-ce que vous voyez ça de manière favorable? Je ne suis pas certain de comprendre la question. Vous voulez dire comment Stablex va gérer là, une fois que les cellules sont remplies, c'est ça? Oui, exact. Bien, en fait, on vient renforcer grâce au projet de loi. Le projet de loi a certains avantages, celui-là, c'en est un. On vient renforcer la gestion post-fermeture pour éviter d'avoir dans le futur des problématiques associées avec la gestion des matières résiduelles qui sont sur le site. Fait que je comprends que vous n'avez pas pris connaissance là, de cet aspect-là du projet de loi. J'avais pas remarqué ça, mais bon, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, c'est la responsabilité de l'exploitant de s'assurer. Normalement, c'est comme ça que c'est conçu, même sur les cellules existantes. Il devrait prendre compte, là, plus 50 ans après, je ne sais pas, ça dépend là, des paramètres, de l'impact d'une cellule fermée, là, puis de le suivre à long terme. Oui, c'est sûr que dans les années 80, au moment de l'installation, ça semblait qu'il n'y avait pas les mêmes normes qu'aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, on prend les mesures pour s'assurer d'avoir un suivi post-fermeture. Mais vous, depuis que vous êtes présent ou que le suivi est fait là, du côté des bassins versants, vous n'avez pas vu une recrudescence ou je comprends que vous n'avez pas nécessairement
vous n'avez pas cherché des données spécifiques, mais par rapport aux opérations passées, je comprends qu'il n'y a rien qui, pour l'instant, vous permet de penser qu'il y a des contaminants plus qui proviendraient de Stablex que d'autres sources environnantes? Non, parce que, tu sais, on n'est pas nécessairement contre le projet Stablex, là. Je suis sur le comité de vigilance de signataires environnement, un site aussi d'enfouissement technique de sols contaminés. C'est vrai que ces sites-là sont bien conçus, les processus, c'est pas ça qu'on remet en question. Ce qu'on remet en question, c'est le projet de loi qui est d'implanter la cellule là. C'est plutôt ça là, sur lequel on s'oppose. Et quels autres sites pourraient être à disposition, selon vous? Je pourrais pas vous dire, là, on n'a pas du tout, c'est pas notre rôle, qu'on n'a pas regardé ça du tout. OK. Je réitère que... Oui, allez-y. Ça serait intéressant, par contre, vous avez dit qu'il y a eu des études qui ont été faites pour retrouver d'autres sites. Là, je ne sais pas si ça a été partagé. Ça serait intéressant de savoir quels critères qui ont été regardés. Puis bon, pour justifier le choix là, plus précisément. Pas à ce moment-ci s'il y a un document, mais en tout cas, on pourra regarder. Là. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir l'information juste pour prendre une bonne décision. Là, mais je sais qu'il y a plusieurs sites qui ont été regardés là, par le MEIA là, suite au retrait de la ville, résiliation de l'entente par la ville. Je reviens donc justement à ce que vous mentionniez là, sur la caractérisation. Là. Donc moi, hier, on a tous entendu la même chose. Là. La tourbière de Blainville est sur le site à 300 mètres là, des citoyens, qui est déjà un problème là, d'être à 300 mètres de citoyens pour des nuisances, notamment du camionnage qui peut circuler de manière importante. Là, on parlait de 40 000 camions là, qui pourraient circuler dans le quartier résidentiel. Mais au-delà de ça, moi aussi, l'impact environnemental, il me préoccupe. C'est pour ça qu'on choisit un site qui a le moins d'impact environnemental. Fait que si je comprends votre raisonnement, l'affectation de la tourbière, pour vous, c'est inquiétant. Donc, on est sur Orica, sur le site qui est le moins pire des deux. L'autre site est quand même déjà perturbé aussi là, par l'aménagement de toute cette argile-là. Je ne sais pas s'il y a les mêmes études qui ont été faites sur l'autre site aussi. Je sais que la caractérisation d'habitat dans la séance d'hier a montré ça, qu'il y avait plus de préoccupations du côté d'Orica que de l'autre site là, au niveau écologique. Sur le site, c'est de l'argile versus une activité industrielle depuis près de 100 ans, avec des normes qui sont environnementalement moindres, puis qui permettraient probablement de faire une certaine restauration du site, parce que ce qu'on est venu nous mentionner, c'est que Stablex pouvait utiliser ces sols-là pour les décontaminer, ou en tout cas l'utiliser dans le procédé de Stablex pour justement venir amoindrir l'impact de la contamination, là, ce qui peut être une bonne nouvelle pour la tourbière, en tout cas à première vue là, de mon côté. Donc, pour moi, clairement, à comparer, on le voit rapidement, là, comme Englobe l'a nommé, que l'impact serait moindre. Est-ce que j'ai un collègue qui aimerait... Oui, je pense que la députée d'Abitibi-Ouest, je pourrais lui laisser la parole. Alors, nous allons poursuivre les questions avec la députée d'Abitibi-Ouest. Bonjour, monsieur. Merci pour votre présentation. On sait que Stablex existe depuis plus de 40 ans. On est rendu à la 6e cellule. Moi, je me demande... Sur les autres cellules, est-ce qu'il y a des analyses qui ont été faites, entre autres la caractérisation, le carottage, et à quelle fréquence ces analyses-là? Je travaille pas pour Stablex. C'est la responsabilité de Stablex de faire les propres suivis environnementaux de leur site. Normalement, comme je vous parlais tantôt, le comité de vigilance, si c'est le même principe que moi je connais le fonctionnement de celui de signataire environnement, il devrait ressembler à celui de Stablex. C'est vraiment les suivis qui sont faits par Stablex qui sont présentés à ce comité de vigilance-là pour être transparent puis montrer exactement comment se comporte l'air sur le site, le sol sur le site, l'eau sur le site. Donc, c'est la fréquence là, à ce moment-là aussi de Stablex. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Ils ont des comptes à rendre au ministère de l'Environnement. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui donne les directives là, à suivre à ce niveau-là à Stablex. Là. Puis, par rapport au suivi de Stablex au ministère, ça, je ne sais pas là, si les comptes sont rendus à la hauteur de la satisfaction là, du ministère. J'imagine que oui, là, parce que le site continue d'être opéré, là, mais bon, ça, je ne peux pas me prononcer. Dans l'analyse d'Orica,
Est-ce qu'il y a des analyses d'eau souterraine qui ont été faites? Est-ce que vous avez découvert des aquifères? J'ai entendu parler, là, mais je ne sais pas si c'est prouvé. Si c'est le cas, effectivement, l'aquifère, c'est une belle porte d'entrée pour recharger la nappe souterraine. Donc, la dernière chose qu'on veut faire, c'est aller jouer et toucher à ça. Parce que, il y a comme quelques pochettes à travers le territoire où l'eau souterraine est en contact avec l'eau de surface. C'est important de protéger ces endroits-là parce que, c'est comme ça qu'on recharge notre nappe phréatique. Puis l'analyse au niveau de la nappe phréatique, OK. Oui, je veux juste peut-être, je voulais vous couper parce que Mme la ministre avait peut-être une réponse ou une question en lien avec l'intervention. Simplement pour vous répondre, cher député d'Abitibi-Ouest, sur le carottage versus le prélèvement. Le ministère fait des prélèvements, mais le carottage est à éviter là, sur le site même pour ne pas déstabiliser le cimentage du Stablex, là, donc de ce qui a été fait pour stabiliser les déchets dangereux. Alors, il restait 22 secondes. Vous pouvez y aller encore, là, rapidement. Bien, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. C'est bon, parfait. Merci. Alors, nous allons du côté de l'opposition officielle et j'entends la députée de Mille-Îles. Merci. Merci beaucoup, M. Goulet. Excusez-moi, oui? pour les fins, j'aurais juste besoin du consentement pour poursuivre au-delà de midi, mais on sait qu'il est déjà midi 9, mais c'est pour les fins des règlements. Oui, voilà. Et le temps, Monsieur le Président? Le même temps, il y a 10 minutes 24. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je disais, M. Goulet, merci beaucoup pour votre présence. Cobamil, un organisme que je connais, ayant été conseillère municipale de Sainte-Rose, donc juste l'autre bord de la rivière. Vous êtes biologiste, c'est bien ça? Donc, vous avez... Oui, exact. Pardon? Maîtrise en biologie. Maîtrise en biologie, oui. Parfait. Donc, vous avez quand même des connaissances en biologie. La ministre en a parlé. Il y a une étude qui a été faite par Englobe, qui a été mandatée par Stablex, une étude de caractérisation du site Orica, le site qui est visé par le projet de loi. Et ça, c'est la base là, de la réflexion, semble-t-il, du ministère, cette étude-là. De votre côté, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez une étude indépendante. Donc, peut-être nous expliquer pourquoi une étude indépendante. C'est sûr que, normalement, les professionnels sont professionnels, ça le dit. Puis, Englobe a dû faire une étude qui était 100% transparente. Mais bon, ça peut arriver, on l'a vu souvent, que, une firme mandatée par une entreprise privée qui fait un suivi ou qui fait une caractérisation sur un site convoité par l'entreprise, ça peut arriver que, les résultats vont souvent en faveur de l'entreprise. Je vous avoue que j'ai été élue responsable de la Ville de Laval au niveau de l'environnement pendant 8 ans. Et les constats que vous faites, je les ai vus aussi. Des entrepreneurs qui présentaient des études qui allaient dans le sens, évidemment, qu'ils souhaitaient, versus quand notre équipe, à l'époque de l'environnement, allait sur le terrain, ils avaient des résultats différents. D'ailleurs, on a eu une étude du groupe Habitat qui arrive à des conclusions différentes aussi. Donc, je comprends que pour vous, ce qu'il faudrait, ce soit qu'on ait dans les mains pour vraiment prendre une décision éclairée. C'est une étude indépendante des 2 sites, j'imagine, ou principalement le site Orica? C'est sûr que principalement le site Orica, mais idéalement, si on a plusieurs sites en lice, ça serait de les déterminer, de les caractériser chacun de ces sites-là pour vraiment avoir la meilleure décision possible au final. Et qu'apporterait qui ferait une étude indépendante comme ça? Qui devrait la faire, selon vous? Ça peut être d'autres firmes spécialisées, ça peut être le Cobamil en collaboration avec d'autres, ça dépend. Là, je veux dire, faut pas que ce soit une firme qui a des intérêts quelconques, là, avec aucun des partenaires, ni le gouvernement, ni Stablex, ni peu importe. Là. Donc, ça serait de trouver une firme impartiale qui pourrait effectuer ça, qui est spécialisée à la fois dans l'écologie, le milieu naturel, les espèces en statut précaire ou, évidemment, aussi tout ce qui est régime hydrologique, là, puis l'impact, là, comme je soulevais tout à l'heure, là, par rapport au régime hydrologique de tout le site là, qui va être impacté par l'implantation de la cellule.
Oui. D'ailleurs, vous avez dit, là, vous n'avez pas nécessairement étudié le régime hydrologique souterrain, mais des groupes nous ont parlé qu'il y avait un aquifère important et qui, semble-t-il, sa source commence sous le site Orica. Est-ce que c'est plausible, cette affirmation? Oui, tout à fait. Là, il y a des aquifères sur Blainville, ailleurs, là, qui pourraient... Je ne connais pas encore parfaitement là, exactement où sont situés, là, mais c'est très possible parce qu'il y en a qui ne sont pas loin. Puis c'est comme une faille là, à travers le sol qui se donne accès à l'eau de surface. Donc, lorsqu'il y a des grandes pluies, tout ça, bien, cette eau-là va percoler dans le souterrain puis permettre la recharge. Donc, si on risque de voir des perturbations au niveau de l'eau souterraine, si on venait à toucher à cet aquifère-là. Oui, et peut-être vous pourriez nous parler des perturbations, parce que le COBAMIL, c'est le comité des bassins versants. Donc, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ça pourrait se rendre jusqu'à la rivière des Mille-Îles, les eaux souterraines. Fait que peut-être nous expliquer exactement là, comment les eaux se répartissent là, dans ce secteur-là. Je ne suis pas un spécialiste d'eau souterraine. Là. On est plus focusé sur l'eau de surface, mais quand même, j'en connais assez pour dire que l'eau de souterraine est spéciale parce qu'elle ne s'écoule pas de la même façon que l'eau de surface. Donc, elle ne va pas nécessairement suivre le sens d'une rivière ou le sens d'un bassin versant ou le relief sur le terrain. Elle s'écoule d'une autre façon. Puis, c'est ça, elle est connectée souvent au cours d'eau ou à la surface d'une façon... qui est difficile à déterminer. Il faut l'étudier pour le savoir, mais assurément, il y a une grande proportion de l'eau qui est dans la rivière des Mille-Îles qui vient de l'eau souterraine, là, assurément. Puis, ça se caractérise d'ailleurs, ça, on serait capable d'avoir une idée là, du pourcentage de l'eau qui est dans la rivière qui vient du souterrain versus la surface. Au niveau surface, bien, c'est clair que c'est une préoccupation des villes qui puisent leur eau potable dans la rivière des Mille-Îles. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'abreuvent dans cette rivière-là, que ce soit d'une source de surface ou souterraine. L'eau qui est puisée dans la rivière, bien, c'est l'eau de ces deux sources-là. Donc, on a fait d'ailleurs les plans de protection des sources d'eau potable de toute la rivière des Mille-Îles avec les villes participantes. Laval a fait la même chose de son côté. Puis, toutes les villes sont très préoccupées par le site de Stablex parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on fait le suivi de la qualité de l'eau. Les paramètres qui pourraient sortir du site de Stablex, on ne les inclut pas dans nos suivis présentement. Ils ne sont pas inclus dans les suivis que font les usines de production d'eau potable. Donc, si jamais il y avait contamination du régime hydrique, ça va être indétecté, ça ne sera pas détecté à la source de production d'eau potable, puis on risque de contaminer les citoyens sans s'en rendre compte. Oui, bien, effectivement, c'était ma prochaine question, l'impact d'une contamination. Il y a notamment des contaminants, là, moi j'en connais un en tout cas, qui n'est pas actuellement testé, ni dans les Lexivia, ni dans l'eau potable, les PFAS. Donc, s'il y avait des matières qui en contenaient, qui étaient enfouies sur le site de Stablex, ma compréhension, c'est que l'eau, même si la membrane est étanche, il y a quand même un Lexivia qui se crée. Et là, lui, où va-t-il? Ça, c'est la question. Et là, il y a des craintes, c'est ça, que la contamination s'en ira en souterrain. Donc, si c'était le cas, ce que je comprends, là, ce que vous venez de dire, c'est que ça pourrait se rendre jusqu'à la rivière des Mille-Îles. L'eau serait puisée par les villes qui s'abreuvent de part et d'autre de la rivière des Mille-Îles, Terrebonne notamment, Bois-des-Filions, Lorraine, je pense, s'abreuve là, Rosemère, et évidemment Laval. Donc, toutes ces villes-là seraient à risque d'avoir des PFAS dans leur eau sans le savoir parce que ce n'est pas nécessairement testé présentement. C'est bien ça? Tout à fait. Là. Puis le risque avec les PFAS, c'est surtout aussi qu'il n'y a pas de normes présentement. Donc, même si Stablex les évalue, les analyse à la sortie du Lexivia, lorsque le Lexivia rentre dans leur usine, il est traité, l'eau est traitée puis est rejetée dans un cours d'eau. Bien là, s'il n'y a pas de normes, alors ils ont beau trouver des PFAS, ils ne sauront pas à quel moment les traiter, à quel niveau les traiter. Donc, ils vont pouvoir relâcher probablement avec un niveau qui est dommageable pour la santé humaine.
Et peut-être parler du site lui-même. Vous ne l'avez pas visité vous-même, mais je pense que vous avez quand même une certaine connaissance. L'importance peut-être de ce site-là pour une potentielle renaturalisation. La Ville nous a parlé qu'il y aurait des projets de renaturalisation, quoique pour y être allé sur le site, il est quand même très, très, très naturel, là. Le site, là, il y a quelques bunkers, mais la nature a vraiment repris son cours. Donc vous, est-ce que vous voyez un potentiel de renaturalisation du site? Je suis d'avis que la nature va toujours faire un meilleur travail que l'humain par rapport à renaturaliser des choses. Elle l'a démontré sur le site de récolte jusqu'à maintenant. Je pense que ce serait une erreur de penser qu'on peut l'améliorer par nous-mêmes au lieu de la laisser faire. Donc voilà. En fait, je pensais à enlever les bunkers, par exemple, et peut-être défaire les routes. Je pensais, oui, mais je pensais plus, parce que tout à l'heure, la ministre disait que d'implanter la cellule, on viendrait à améliorer l'état du milieu humide parce que ça permettrait de peut-être restaurer une partie. C'est clair que la meilleure chose à faire, oui, ça serait peut-être de l'enlever, ce qui nuit, mais aussi de laisser faire la nature. Parfait. Peut-être une dernière question. Il y a un agriculteur hier qui est venu nous parler de ses craintes. Lui, il dit qu'il utilise, dans le fond, l'aquifère souterrain, que ses terres sont alimentées en eau à partir de cet aquifère-là. Donc, lui craint que ça pourrait affecter ses cultures. Est-ce que vous croyez que ces craintes sont légitimes? Et là, il parlait de la contamination, mais aussi la sécheresse, inondation que ça pourrait créer, puisqu'il y a comme une certaine régulation là, qui est faite par le site Orica. C'est sûr qu'il y a une perturbation importante sur le régime hydrique à tout niveau là, qui va être causée par l'implantation de la cellule. Au niveau de l'utilisation de l'eau, ça peut aussi effectivement avoir un impact pour la personne. Donc, c'est à considérer, là, assurément. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons du côté de la deuxième opposition avec la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais ça revenir sur l'échange que vous avez eu avec ma collègue concernant les contaminations d'eau potable. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de vérifications qui sont faites de contaminants potentiels de la part de ce site-là, c'est ça? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Là. Normalement, ils font un suivi assez complet de beaucoup de choses. Je ne sais pas, vu que les PFAS sont vraiment émergents, je ne sais pas si c'est déjà inclus. Et même si c'est inclus, il n'y a pas de normes. Donc, s'ils en trouvent, ils ne peuvent pas être déclarés. Ils n'ont pas nécessairement quelque chose à faire parce qu'il n'y a pas de normes ou si la norme existe un jour, il faut s'assurer qu'elle soit assez basse pour que ça ne touche pas la... Pas nécessairement sur les PFAS, mais je veux dire, de manière générale, j'ai cru comprendre dans vos propos qu'il n'y avait pas de vérification, finalement, des contaminants. Dans les usines d'eau potable que je parlais, c'est pas de Stablex. Stablex, j'imagine, là, moi, je me base encore sur mon expérience avec Signataire Environnement, il y a toute une panoplie là, de contaminants là, inorganiques, organiques, c'est assez exhaustif. J'ose espérer que Stablex fait la même chose. Mais bon, je parle au niveau des usines de production d'eau potable, que ces usines-là qui ne font pas nécessairement le suivi de tous ces contaminants-là constamment, parce qu'entre autres, pour les contaminants émergents, comme c'est nouveau, ce n'est pas encore inclus dans les suivis. OK. Vous avez été quand même assez clair sur le fait qu'il n'y avait pas de... Il manquait certaines données, finalement, pour prendre une décision là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que des décisions soient prises actuellement, alors qu'il manque des données importantes, d'abord sur notre gestion des matières dangereuses, mais aussi sur les terrains en question? Ça va en compte d'un principe fondamental en science, qui est le principe de précaution. Lorsqu'on n'est pas sûr, en gros, on ne va pas de l'avant. On regarde un peu plus la situation pour mieux avoir un meilleur jugement. Donc, c'est surprenant. Puis c'est surprenant que le gouvernement veuille aller au-dessus d'un de ses propres processus, qui est le BAP. Là. Donc, aller surpasser le BAP pour aller de l'avant avec ce projet-là, c'est aussi à questionner. Donc, il y a un bris du principe de précaution, il y a un bris des recommandations du BAP, puis aussi même du règlement de contrôle intérimaire qui avait été approuvé par le gouvernement. C'est sûr que c'est assez surprenant, effectivement.
Donc, vous recommandez, comme beaucoup d'autres, qu'il y ait d'abord un état des lieux là, des matières dangereuses. C'est ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure. Exact. Bien, des matières dangereuses, puis de toute la caractérisation environnementale, écologique aussi. Parfait. Je vous remercie. Voilà. Alors, nous finissons cette entrevue avec le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Goulet, pour la présentation. Juste pour bien saisir, là, la principale recommandation que vous nous faites, est-ce que c'est de retirer le projet de loi? Parce qu'on parlait de revoir le projet de loi. Est-ce que c'est le retrait, pur et simple? C'est pas nécessairement le retrait. Il y a plusieurs choses qui doivent être incluses, de s'assurer que ce projet de loi-là, s'il va de l'avant, que ces étapes-là préalables soient remplies. Puis c'est peut-être justement, ça va peut-être remettre en cause le projet de loi, justement, parce qu'on va se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée de le faire. Oui, j'essaie seulement de réconcilier les conclusions du BAP avec le projet de loi qui vise essentiellement à mettre en échec toutes les recommandations du BAP. Alors, si je suis votre logique pour qu'on respecte les conclusions du BAP, il faudrait ne pas avoir ce projet de loi-là devant nous et le voir adopté, non? Oui, je comprends, oui. À ce niveau-là, oui, effectivement. Parce que, en fait, c'est un peu ça la réflexion qu'on se fait avec la comparaison de plusieurs groupes, c'est de dire qu'on est en train un peu de refaire, mais de façon beaucoup plus rapide et beaucoup moins profonde, un exercice qui a déjà été réalisé par un organisme dûment mandaté, indépendant et neutre, auquel j'imagine, et avec des audiences auxquelles vous avez, j'imagine, participé? Exact. On avait participé au VAP. On avait même participé des années avant là, sur un comité organisé par Stablex. On avait participé aux audiences pendant... Donc, ça fait plusieurs années. Ça fait comme 7 ans qu'on est impliqué sur le dossier. Mais qu'est-ce que ça vous dit, justement, là, sur le fonctionnement de nos institutions? Si on dit que, bon, on mandate le BAP pour faire une étude, qu'il émet des recommandations qui sont extrêmement claires, qui sont bien accueillies, qu'on a également des règles environnementales, des objectifs à atteindre, un plan d'action de 2030, on a un RCI, on a des OGAT, on a des orientations pour les municipalités, et qu'on s'apprête à essentiellement balayer tout ça du revers de la main parce qu'il y a la demande pressante d'une entreprise qui menace de mettre fin à ses opérations volontairement si elle n'obtient pas tout ce qu'elle demande. C'est très étonnant de mettre de côté les processus qui sont déjà établis. Il semble avoir un empressement qui est difficile à justifier, un empressement qui n'est clairement pas justifié au niveau environnemental. Donc, c'est soit au niveau politique, au niveau économique, là, qui doivent être les motivations derrière ça. C'est dur à le comprendre, puis c'est décevant, c'est clair. Puis juste... Merci. J'ai terminé. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes déjà dépassé de 20 secondes. Alors, mais je voulais, par souci, je voulais laisser M. Goulet répondre. Alors, ce qui met un terme à ces auditions particulières. Alors, avant de terminer la commission, je vous remercie, M. Goulet. Alors, on vous laisse aller à vos occupations. Ce qui met à terme les auditions particulières. Avant de conclure les auditions, je procède au dépôt de mémoire des personnes et des organismes qui n'ont pas été entendus au niveau des auditions publiques ici même. Alors, la commission ayant accompli ce mandat ajourne ses travaux s'inédits. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup à tous.